Bonjour à tous nos participants. Bienvenue sur ce nouveau webinaire Newstank RH, RH Matin avec notre partenaire Indeed. Avec cette question lancinante, les procédures de recrutement font-ils peur aux candidats? Alors, à travers ce webinaire, nous allons essayer de dissiper ces malentendus dans l'équation du recrutement, d'où le titre de ce webinaire qui va être centré sur les hard skills, les soft skills et le profil idéal, un sujet assez classique dans les processus de recrutement sur le marché français. Et donc, on va essayer de décortiquer les meilleures pratiques pour essayer de se sortir de ces dilemmes. Alors, on va déjà vous donner 2 bullet points importants au préalable de la présentation de cette étude. 91% des candidats se sont déjà sentis intimidés par des compétences exigées dans une offre d'emploi, au point de ne pas postuler. Et 86% côté recruteur éprouvent des difficultés à trouver un profil correspondant au poste proposé. Nous allons préciser, affiner ces points avec Thibaut Maire, qui est expert sur le marché de l'emploi pour Indeed. Bonjour Thibaut. Bonjour Philippe et merci à tous, bienvenue. Nous allons nous concentrer sur cette étude. Alors au préalable, je voulais signaler à tous nos participants qu'il était prévu le témoignage de Véronique Jo-Popino, directrice marque employeur du groupe La Poste, et qui, en raison d'un empêchement à titre individuel, ne peut pas se joindre à nous. Donc, nous vous remercions pour votre compréhension. Néanmoins, nous allons nous concentrer sur la présentation détaillée de cette étude d'Indeed qui est récente. Et cela nous permettra d'avoir des éclairages importants sur les bonnes et les mauvaises pratiques dans le processus de recrutement, surtout lorsqu'on définit les postes. J'ai l'honneur d'animer ce webinaire, donc Philippe Guerrier, rédacteur en chef de RH Matin. Je vous propose de présenter l'ensemble des séquences qui vont rythmer ce webinaire. Tout d'abord, on va effectuer un constat de la difficulté généralisée de recrutement. C'est un peu nouveau sur le marché français, enfin nouveau si on peut dire, puisque cette situation a été soulignée, j'allais dire, avec la crise sanitaire Covid-19, et maintenant c'est vrai qu'on peut dire que c'est une situation qui est devenue assez structurelle. Sur la deuxième partie, nous allons voir la culture du profil idéal, qui est une habitude un peu française, et donc sur lequel nous allons réfléchir et essayer de s'en sortir. En troisième partie, nous allons aborder les solutions envisagées par Indeed pour effectivement optimiser ce processus de recrutement. Et nous essayerons donc de garder en conclusion une séance de questions-réponses avec nos participants pour répondre de manière instantanée aux éventuelles questions qui vont survenir lors de ce webinaire qui dure 1 heure. Je en profite pour vous apporter quelques précisions. Vous avez votre propre espace du côté des participants pour poser toutes les questions, donc n'hésitez pas à utiliser ce canal de discussion avec les intervenants. Et il sera également possible de consulter ce webinaire en replay, à la fois du côté d'Indeed sur le site internet et du côté de RH Matin. Thibaut, je propose de commencer par entrer dans le vif du sujet avec cette nouvelle étude Indeed centrée sur le marché en français, donc naturellement vraiment intéressant pour nous. Et on va partir avec un constat, cette difficulté de recrutement qui est devenue une norme, c'est général pour tout le monde. Absolument, et alors deux chiffres de contexte, un que vous connaissez sans doute, c'est 7,1, 7,2. C'est le taux de chômage en France, c'est le plus bas depuis 1982, donc plus de 40 ans maintenant. Et puis le deuxième chiffre, c'est 60%. Si nous comparons dans les données Indeed le volume d'offres d'emploi disponibles aujourd'hui versus juste avant le Covid, en février 2020, il y a aujourd'hui 60% d'offres d'emploi supplémentaires
pour vous rendre peut-être les choses plus concrètes, cela signifie que pour un candidat ou pour une candidate qui se connectait en février 2020 et qui avait peut-être 10 offres à regarder, aujourd'hui, il ou elle a 16 offres à regarder. Voilà, ça vous donne une idée des et puis, d'autres chiffres, peut-être aussi, peut-être un peu de perspective, c'est que ces difficultés généralisées à recruter risquent de perdurer pour différentes raisons. D'abord et avant tout, des raisons démographiques. On en a suffisamment parlé au cours des 6 premiers mois de cette année avec les grands débats autour de l'âge de la retraite, de démographie. Ça veut dire qu'il y a peut-être plus de gens, il y a plus de gens qui vont à la retraite que de gens qui vont finalement arriver sur le marché du travail. J'ai juste bugué un tout petit peu parce que je vois que le son n'est pas très bon. Est-ce que c'est le son de mon côté qui n'est pas très bon? Est-ce que c'est le son côté Philippe? Alors, du côté administration, on me signale qu'il y a un espèce de bruit occasionnel, comme du vent ou un frottement sur le micro. Je vais faire plus attention avec mes mains. Oui, c'est peut-être ça, parce que de mon côté, a priori, la configuration est bonne. Toutes mes excuses. Pas de souci. Et donc, je disais qu'effectivement, des difficultés de recrutement qui sont devenues la norme. Philippe le disait, c'est plus tout à fait nouveau. Finalement, on est dans cette situation depuis presque 2 ans, vu qu'on a retrouvé des volumes d'offres d'emploi qui étaient ceux de la période pré-Covid. D'accord ? Si l'on se concentre maintenant sur cette étude, lorsqu'on interroge les recruteurs, ça se confirme finalement. Quasiment 2/3 d'entre eux s'attendent à ce que, pas simplement maintenant, mais que dans les 5 prochaines années, le recrutement de personnes possédant des compétences spécialisées se complexifie de plus en plus. D'accord ? Avec une partie d'entre eux, quasiment un quart, qui considèrent même que ça va devenir beaucoup plus difficile. D'accord ? Pour vous donner peut-être un peu de contour autour de cette étude, je crois que j'ai anticipé une de tes questions, excuse-moi. Tout à fait. Pour vous demander, ça correspond à environ 500 recruteurs et 500 salariés. On est sur un échantillon représentatif avec de la PME au groupe de plus de 1000 collaborateurs. Donc, ça exclut les TPE et c'est multi-secteur d'activité. Donc, on a des nuances parfois d'un secteur d'activité à un autre, mais voilà. Et ça date du début de cette année. Donc, c'est en effet, comme Philippe le disait en introduction, assez frais. Ça correspond assez bien. Et nous, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a voulu cette étude. C'est pour essayer de comprendre comment on pouvait résoudre cette équation du recrutement en regardant peut-être les problèmes d'inadéquation entre l'offre et la demande. Alors Thibaut, juste pour te signaler qu'au niveau du son, c'est parfait de notre côté, donc c'est revenu à la normale. Sur cette étude, ce constat, 65% des recruteurs qui s'attendent à rencontrer des difficultés assez importantes sur les 5 prochaines années. C'est pas quelque chose de très nouveau. On est bien d'accord que là, structurellement, on est arrivé dans une nouvelle configuration du marché de l'emploi. Oui, absolument. On est vraiment dans une nouvelle configuration et une configuration qui, je le disais, est amenée à perdurer. Sans avoir de boule de cristal, on peut tout à fait imaginer que malgré, on va dire, les nuages noirs sur les horizons économiques, ces difficultés vont perdurer, même si elles tendront peut-être à se calmer et s'adoucir un petit peu, vont continuer parce qu'il y a une réelle différence entre les compétences qui sont demandées et celles qui sont proposées par les candidats, en raison, comme je le disais, notamment du vieillissement de la population et de l'inadéquation des formations proposées qui permettent aux nouveaux arrivants sur le marché du travail d'avoir les compétences qui sont demandées. Et on peut aussi imaginer la formation des collaborateurs actuels pour mettre à jour leurs compétences avec celles qui sont demandées par les entreprises et les recruteurs. Donc, c'est effectivement une situation qui est amenée à perdurer et c'est ce que nous disent effectivement ces recruteurs ici. Ils s'attendent à ce que ça devienne de plus en plus compliqué, notamment lorsqu'on parle de compétences bien spécifiques. Ouais, pour les compétences spécifiques. Et ce qui est un peu nouveau sur le marché, en fait, c'est que c'est aussi des compétences un peu générales où ça devient compliqué, quels que soient les secteurs d'activité, pour recruter maintenant dans l'hôtellerie, la restauration.
tout devient difficile dans les processus de recrutement. Absolument, on voit vraiment des pénuries et des difficultés multi-secteurs. Évidemment, lorsqu'on parle de métiers dans l'industrie, que ce soit de l'ingénierie ou de la technique ou de la maintenance, on voit des compétences qui ne sont pas présentes sur le marché et qui donc représentent une difficulté dans le recrutement. Et puis pour des métiers de premier ou deuxième niveau de qualification également. Et on peut, des exemples que certains et certaines d'entre vous ont certainement entendus, typiquement tout ce qui est la conduite de véhicules et d'engins. On commence à apparaître des pénuries de chauffeurs de transport collectif, de chauffeurs de transport de marchandises via des véhicules lourds, etc. Et ce qu'on va évidemment retrouver, mais qu'on entendait déjà avant, bien entendu, de tous les métiers de l'IT et les services des SI, où on va retrouver que ce soit la cybersécurité, le développement de logiciels dans certains types de langages informatiques, etc. Mais ça, c'était des choses qu'on avait déjà en tête. Maintenant, ça se généralise à d'autres secteurs d'activité qui, dans le passé, avaient moins finalement de difficultés à recruter, avaient des viviers de talents suffisants qui entraient sur le marché du travail ou du moins qui y restaient. Et c'est naturellement un sujet crucial, notamment pour le secteur du numérique, pour les propres besoins des acteurs du numérique, mais aussi pour les entreprises qui naturellement sont confrontées à la dimension de transformation digitale, qui ont aussi besoin de compétences dans ce domaine. Thibaut, je te propose de passer sur la deuxième partie, sur l'un des exercices favoris du profil idéal à la française. Comment on gère cette situation en termes de recrutement? Ça va être un peu la thématique, et ça a été dit en introduction, c'est que il y a une culture en France et elle existe aussi dans d'autres pays, mais on a de la chance d'avoir aujourd'hui des données qui concernent véritablement la France. Il y a une culture dans le recrutement qui est une culture basée sur le profil idéal, pour ne pas parler du mouton à 5 pattes, mais du profil idéal, c'est-à-dire j'ai un profil en tête et je ne recruterai que si j'ai une personne qui correspond exactement à ce profil. Ce qui fait qu'on a point de vue candidat et point de vue recruteur, et notamment point de vue recruteur, déjà la première chose, c'est qu'on va avoir des difficultés à trouver chaussure à son pied, c'est-à-dire un profil qui correspond à l'offre que j'ai mis en ligne. D'accord ? Et puis, on a, là, pour le coup, c'est équivalent, mais côté candidat, il y a une véritable frustration. C'est que les candidats, du coup, qui ne correspondent pas exactement 100% au profil qui est attendu, ont du mal à être considérés par les recruteurs. C'est vrai aussi côté recruteur, ils l'admettent sans trop de problèmes. Là où il y a de la parité, malgré tout, c'est que les profils atypiques sont relativement systématiquement mis de côté. Et là, que ce soit côté candidat et côté recruteur, on admet ça sans trop de difficultés. Ce qui nous amène au constat qui était le constat de départ, d'introduction de cette diapo, qui est qu'en France, il y a une culture du profil idéal qui est certainement un frein au recrutement. C'est-à-dire qu'on ne souhaite pas recruter si le candidat ou la candidate ne correspond pas à 100% aux critères que j'ai demandés. Et c'est peut-être là, vous l'avez compris, qu'il y a des efforts à faire et des clés aussi pour résoudre cette équation du recrutement dans un contexte, comme on l'a indiqué assez longuement en introduction, qui reste très compliqué. C'est intéressant, cette dichotomie entre profil idéal et profil atypique. On voit bien que c'est quand même un sujet culturellement ancré en France, où on a du mal à ouvrir un peu son horizon vers d'autres profils. Exactement, et je pense que certains et certaines d'entre vous se reconnaîtront là-dedans. On ne fait aucun jugement de valeur du dessous sur ce constat, mais effectivement, on a dans des entreprises ou des secteurs d'activité qui recrutent uniquement dans certaines écoles, alors même qu'il y a d'autres écoles sur le marché, qui recrutent un certain type de profil qui a une compétence ou un nombre d'années d'expérience bien précis. Et donc, c'est une culture qui est diffusée, là, pas uniquement dans certains secteurs d'activité, avec des métiers de la knowledge economy ou de la technique et de l'ingénierie, etc. Ça se retrouve aussi dans d'autres secteurs. Donc là aussi, ça a été très perméable dans plein de secteurs d'activité. Ce qui nous amène, Philippe, à ce que
tu disais en introduction, qui fait qu'aujourd'hui, on a une très grande partie des talents qui nous disent qu'ils se sont déjà sentis intimidés par les compétences exigées dans une offre d'emploi ou lors d'un entretien, au point de ne tout simplement pas postuler, de ne pas aller plus loin dans le processus de candidature. Et moi, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut attirer son attention, c'est de se dire, on passe à côté de beaucoup de candidats qui ont une très grande partie des compétences que vous demandez, que les entreprises demandent, mais qui, en regardant la liste, simplement se disent, je ne vais même pas postuler parce que je n'ai pas envie de perdre mon temps, parce que je n'ai pas envie de prendre le risque de me retrouver face à un recruteur qui va passer en revue mes compétences, et quand je vais me rendre compte qu'il y en a une ou deux qui manquent, je vais avoir l'impression potentiellement que le processus va échouer. Ouais, on le voit bien en consultant les offres d'emploi. Parfois, les offres sont parfois beaucoup trop détaillées. Là, du coup, on recherche vraiment le profil idéal d'emblée dès la description du poste. Exactement, et donc ça, c'est vraiment cette différence entre l'indispensable et le souhaitable. Certaines compétences qui sont finalement noyées dans la description des missions du poste, parce qu'il n'y a pas simplement la liste des compétences demandées. Finalement, lorsqu'on décrit les missions d'un poste, il y a aussi des compétences qui sont inférées et que le candidat qui lirait l'offre d'emploi perçoit. Il se dit, là, si on va me demander de faire telle ou telle chose dans l'organisation, ça sous-entend que j'ai besoin d'avoir telle ou telle compétence. Donc, ce n'est pas uniquement les compétences telles qu'elles sont listées littéralement, mais celles qui peuvent être perçues par les candidats. Et ça provoque donc effectivement un véritable sentiment de barrière à l'emploi pour les talents, lorsqu'encore une fois, ils ne correspondent pas parfaitement à l'offre d'emploi. Et on va peut-être insister, on parle bien de correspondre à l'offre d'emploi, ce qui ne veut pas dire que ça ne correspond pas au profil que vous recherchez. En revanche, la manière dont ça a été publié, médiatisé sous forme d'offre d'emploi, là, le candidat n'a pas l'air de correspondre. Et donc, on a des candidats qui évoquent l'usage de ne pas postuler, simplement lorsqu'on estime qu'on n'a pas toutes les compétences demandées. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose à regarder. Et puis, des candidats qui n'osent pas postuler aux offres d'emploi lorsqu'ils n'ont pas l'intégralité des compétences demandées. Donc, c'est une vraie barrière. Et je vais peut-être aller au-devant d'une question. On en parlait en préparant ce webinaire avec Philippe. Vous avez probablement dans vos offres d'emploi, en revanche, des candidats qui ne correspondent pas à ce que vous demandez du tout. D'accord ? Et donc, vous vous demandez peut-être pourquoi là, on me parle de candidats qui ne postulent pas. Moi, j'ai peut-être un problème parfois qui est inverse. C'est des candidats qui postulent alors même qu'ils n'ont pas les compétences. Et donc là, on entre dans d'autres phénomènes. Alors, désolé, je vais utiliser un anglicisme, de rage applying, de candidature rageuse. Je postule de manière un peu sérielle pour maximiser mes chances, peut-être parce que j'ai essuyé beaucoup de refus par hasard. Mais je vous demande de vous éloigner un tout petit peu de ce constat pour se concentrer plutôt sur ce qu'on voit en face de nous ici, qui est de se dire qu'il y a des candidats, dans les candidats que vous voyez et qui ne correspondent pas au profil, surtout c'est ceux que vous ne voyez pas la difficulté. C'est-à-dire des gens qui correspondent potentiellement de manière assez bonne à ce que vous recherchez, mais qui, de par ce qui est mis en avant et de cette culture du profil idéal, n'osent pas postuler, s'excluent d'eux-mêmes du processus de recrutement. D'accord ? Et donc ça, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut regarder, c'est peut-être la taille de l'opportunité. C'est-à-dire on passe à côté de beaucoup de candidats, et très probablement d'ailleurs des candidats qui, eux, sont extrêmement qualifiés, qui sont extrêmement conscients de leurs compétences. Et comme ils sont extrêmement conscients de leurs compétences, lorsqu'ils les comparent à ce qu'ils sont demandés, lorsqu'ils voient une différence, même légère, parfois ils vont se dire « je ne vais pas postuler », parce qu'ils ont ancré eux aussi cette culture du profil idéal dans leur mentalité et dans leur comportement de candidats et de candidates. Ce qui pose aussi un souci en termes de parité, cette barrière à l'emploi pour les talents, parce que lorsqu'on voit la configuration des descriptions des offres d'emploi, on a souvent quand même en tête des présentations de postes pour des personnes au masculin, et finalement, les femmes d'emblée peuvent parfois se sentir exclues dès la description du poste présenté. Oui, absolument. Alors il y a pas mal de littérature académique dans le monde anglo-saxon qui montre, notamment sur les métiers techniques de l'IT, que beaucoup de candidates s'excluent lorsque les offres d'emploi sont trop longues. Et
quand on dit trop longue, ça veut dire que le nombre de compétences demandées, qu'elles soient affichées ou perçues par les candidats, semble trop longue. Et il semblerait, l'hypothèse, c'est que les candidates s'excluent beaucoup plus que les candidats. Et donc, c'est plutôt à mettre à leur crédit. C'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus consciencieuses et elles se disent, si j'ai moins de 85% ou de 80% des compétences demandées, je ne vais même pas aller jusqu'au bout. Là où un candidat se dira peut-être, si j'ai entre 50 et 70% des compétences demandées, je vais tenter ma chance malgré tout. Et on commence à le retrouver, cette littérature académique, dans le monde francophone également. Donc, pour des questions de parité, on peut aussi imaginer que réduire la taille des offres d'emploi permet aussi d'attirer plus de femmes, ou en tout cas de pouvoir parler à plus de candidates, simplement en les laissant postuler plus facilement. Ça marche, Thibaut. Je propose d'aborder le prochain slide sur les écarts de perception. Oups, on va un peu loin. C'est moi, Philippe. Effectivement, et c'est là que je trouve que ça devient très intéressant. L'intitulé du webinaire a été en hard skills, soft skills. Et ce qui est très intéressant, c'est lorsqu'on demande aux candidats et aux recruteurs quels sont les critères qui font le plus défaut aux candidats, ou donc à eux-mêmes, lorsqu'on s'adresse aux candidats, on s'aperçoit que côté recruteur, finalement, il semblerait, en tout cas dans ce qui est déclaré ici, il semblerait que ce soit plutôt les soft skills, que ce soit plutôt des savoir-être plutôt que les savoir-faire, plutôt que des compétences brutes qui semblent manquer. Et on voit des choses assez simples, que ce soit la rigueur, la débrouillardise, la capacité à travailler en équipe, etc., etc. Et puis, lorsqu'on se place maintenant du point de vue du candidat, on leur demande quels sont, selon vous, les critères qui font le plus défaut de votre côté, on s'aperçoit qu'il y a plutôt là des hard skills, des savoir-faire, que ce soit notamment la langue ou d'autres. Et donc, peut-être, il doit y avoir un entre-deux à trouver. Vous l'avez bien compris. L'idée, c'est d'arriver à essayer de trouver le bon équilibre entre ce que recherchent les recruteurs et qui est, soyons très, très clairs, c'est extrêmement difficile d'exprimer les soft skills, notamment dans une offre d'emploi. C'est sûrement beaucoup plus facile de le faire au stade de l'entretien d'embauche. Et c'est aussi très difficile de se démarquer, de se différencier en listant dans les offres d'emploi ou dans les fiches de poste des savoir-être ou des soft skills. Typiquement, c'est très certainement un tout petit peu simpliste de demander dans une offre de comptable de dire qu'il faut beaucoup de rigueur. Voilà. En revanche, peut-être qu'expliquer dans une offre d'emploi à un commercial ou un futur commercial qu'il faut qu'il ait le sens du travail en équipe, ce qui n'est pas forcément évident pour un commercial, là, ça va valoir le coup de le mettre en avant et donc de se démarquer. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération. Mais ce qu'on voit bien, c'est que les candidats, eux, ils n'ont pas tellement l'impression de manquer de soft skills, mais ils s'attardent très lourdement sur les hard skills, les savoir-faire. Et c'est ce qu'ils regardent en priorité avant de décider ou non d'aller à la suite. Donc ça, je pense que c'est une première piste, vous le voyez bien, de ce qu'on pourrait imaginer. Et oui, effectivement, sur cette dimension de perception, en plus, c'est vrai que sur les processus de recrutement, c'est quand même difficile de détecter simultanément les hard skills et les soft skills. Les hard skills, effectivement, très clairement, en fonction du CV, on peut quand même les détecter en fonction des expériences professionnelles. On peut comprendre effectivement que des hard skills ont été intégrés. Soft skills, à part la période d'essai où on voit effectivement comment les gens se comportent en entreprise ou dans les organisations, c'est quand même plus long à détecter. Exactement. On peut lors de processus d'entretien, lorsqu'ils sont bien menés, commencer à détecter, à vérifier la capacité d'un futur collaborateur ou d'une future collaboratrice à être réceptif à la critique, au feedback, etc. Donc, c'est des choses qu'on peut commencer à détecter lors des entretiens d'embauche. Mais il est vrai qu'il n'y a que le temps long, finalement, et les périodes d'essai sont aussi là, évidemment, pour ça. Il n'y a que le temps long pour arriver à confirmer certains savoir-être, la capacité à travailler en équipe, la rigueur, etc. etc. Donc ça, c'est clair que peut-être qu'on devrait se concentrer dans les offres d'emploi sur les savoir-faire, mais on va le voir après, en se concentrant sur les savoir-faire qui sont absolument indispensables. Et c'est peut-être là aussi qu'il y a un malentendu, c'est que l'indispensable et le souhaitable sont parfois mêlés, ou en tout cas très mal distingués dans les offres d'emploi.
et parfois des choses sont même marquées comme indispensables, alors même que lorsqu'on creuse un tout petit peu, lorsqu'on interroge un tout petit peu les directions qui recrutent, on se rend compte que ce ne sont pas des compétences qui sont 100% indispensables, notamment au début, au moment de la prise de poste, par exemple. Ouais, c'est des tendances qui sont intéressantes, en sachant qu'il faut toujours remettre un peu aussi en relief les processus de recrutement. Pour un poste, on rencontre souvent 3 personnes, 3 recruteurs dans la même organisation, donc du coup qui peuvent avoir des perceptions différentes. Donc c'est quand même pas évident à déterminer finalement On est les sur compétences de indispensables. l'humain, donc rien n'est facile puisqu'on est sur de l'être humain, donc c'est effectivement plus on aura d'avis pour juger ces choses beaucoup plus compliquées, même s'il existe des outils et des technologies même qui permettent de tester les savoir-être de futurs collaborateurs ou de collaboratrices. C'est sûr on est obligé de juger de la capacité d'un futur collaborateur à s'adapter, etc., etc. Il y avait juste un focus sur le niveau de diplôme, Thibaut. Je voulais revenir vers toi. Comment on peut interpréter du coup ces différences entre 15% et 25%? Est-ce que tu peux l'expliciter? Le niveau de diplôme, c'est ce qu'on voit, c'est que les candidats ont l'impression que les entreprises cherchent un diplôme extrêmement précis. Et c'est encore très vrai. C'est très clair. Mais dans leur liste de priorités, ce qui va vraiment les bloquer, ils se disent je n'ai pas forcément de diplôme. Mais ce qu'on regarde un peu plus loin aussi, et ce qui est souvent, ils considèrent qu'ils ont quand même l'expérience professionnelle qui est correspondante. Or, sans doute à juste titre, les entreprises parfois se focalisent trop sur le diplôme en oubliant parfois l'expérience, qu'elle soit exactement celle du poste qu'on va bientôt, qu'on espère occuper, ou qu'elle corresponde, qu'elle soit transférable dans le futur poste qu'on essaye d'obtenir. Côté recruteur, là encore, en tout cas, c'est ce qui est déclaré, c'est que finalement, c'est pas ce qui fait le plus défaut. Et très probablement d'ailleurs, parce qu'ils ont devant eux des CV qui correspondent au niveau de diplôme. Ce qui veut donc dire qu'on passe à côté de candidats qui n'ont pas le niveau de diplôme, et qui, si on remonte un peu plus haut, ont les compétences métiers spécifiques, ont l'expérience professionnelle pertinente pour le poste. Là, on est sur une culture qui est extrêmement française, d'accord, la culture du diplôme, de l'école, c'est extrêmement française. Vous avez certainement dû entendre parler de grandes entreprises américaines, y compris Indeed, qui, pour les postes de développement logiciel, a aboli la nécessité d'avoir un diplôme universitaire pour être reçu en entretien et pourquoi pas recruté. Ça a dû suffisamment faire la une. Mais il y a une culture du diplôme est-ce que c'est la culture du profil idéal qui favorise la culture du diplôme ou l'inverse? C'est un peu difficile à noter, mais effectivement, c'est quelque chose qui est très, très présent dans la tête des candidats aujourd'hui, peut-être un peu moins qu'aux recruteurs, et c'est peut-être bon signe. Ce qui veut dire d'ailleurs, et ce qui va nous permettre d'enchaîner sur la suite, qu'il y a des critères sur lesquels les recruteurs sont prêts à faire des concessions. L'enchaînement est tout trouvé avec ce que nous venons de dire. La première chose, c'est que, fort des constats de difficultés de recrutement et de pénurie, il semblerait, en tout cas les recruteurs nous le disent, qu'ils sont prêts à faire des concessions sur le niveau de diplôme. D'accord ? Ils sont même prêts à faire des concessions sur le niveau d'expérience professionnelle qui serait pertinente pour le poste, ce qui veut probablement dire qu'on commence dans la tête des recruteurs, on commence à avoir effectivement cette capacité à comprendre que des expériences et des compétences sont transférables d'un secteur d'activité à un autre. La mobilité sectorielle en France est très compliquée. D'une manière générale, l'expérience professionnelle, et ça c'est peut-être dû aussi au vieillissement de la population active. Finalement, des profils seniors expérimentés, il va y en avoir de moins en moins. C'est les compétences qui sont spécifiques au métier et pourquoi pas les compétences linguistiques qui sont encore très, très recherchées. Donc, on voit que ce sont sur quand même des savoir-faire que les entreprises sont prêtes à faire des concessions. Pardon, je devrais préciser, des recruteurs. Et c'est bien peut-être là la difficulté.
c'est que les recruteurs, bien conscients des difficultés, sont prêts à faire ces concessions. En revanche, les organisations dans lesquelles ces recruteurs évoluent, elles ne sont pas forcément prêtes à aller beaucoup plus loin. Ouais, c'est ça. Dans la préparation du webinaire, Thibaut, j'ai bien senti ce distinguo que tu fais entre recruteurs et puis les personnes en charge du suivi du recrutement en interne au sein des organisations. Oui, absolument. J'ai la chance de pouvoir parler à de nombreux groupes dans des secteurs très différents et je perçois vraiment la différence lorsque je m'adresse à des équipes de recrutement. C'est le métier, l'acquisition de nouveaux talents et le métier. Et puis lorsqu'on s'adresse à des directions de business units qui sont évidemment impliqués dans le recrutement parce qu'ils sont demandeurs, ils sont clients des recruteurs internes, qui, elles, parfois ont beaucoup plus de mal à comprendre les difficultés, à les admettre, et probablement parce qu'ils ne sont pas sur la ligne de front. Finalement, les recruteurs, eux, ils voient ça, ils ont bien vu se dégrader la situation, donc s'accentuer les difficultés de recrutement. On a encore une perception qui est très forte au sein des organisations, qui est, les candidats les candidats que je veux, je dois les obtenir. Et c'est cette culture du profil idéal. Donc là, il y a un vrai travail pour les organisations et pour les recruteurs, un travail de pédagogie à faire auprès de leur hiérarchie, mais aussi de leur organisation de manière très horizontale, sur la totalité des personnes qui peuvent être impliquées dans le recrutement. Philippe, tu le disais, il peut y avoir 3-4 personnes qui font passer les entretiens. Mais si ces personnes n'ont pas conscience des difficultés en amont, peut-être aussi des blocs que se mettent les candidats, ça sera difficile de faire changer les choses. Donc, il y a vraiment un distinguo très important à faire entre ce que nous disent les recruteurs et la réalité des organisations dans lesquelles ils ou elles évoluent. Ouais, c'est intéressant ce slide sur le top 5 des critères sur lesquels on est prêt à faire des concessions. Quand on scanne les 5 points, en fait, si on se met à la place d'un jeune talent qui postule pour un premier poste au sein d'une organisation, ça match plutôt pas mal, quoi. Le niveau de diplôme, s'il y en a un petit peu, c'est quand même pas mal, mais on peut effectivement s'en passer. L'expérience professionnelle, forcément, qu'on ait une première expérience professionnelle, c'est un peu compliqué de justifier. Mais en tout cas, il y a quand même des ouvertures qui sont faites des processus de recrutement pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Exactement, et on commence à voir apparaître, et Indeed le permet, à apparaître des processus de recrutement qui ne s'attachent plus au CV pour la candidature. On ne s'intéresse qu'on va vérifier là où les compétences qui sont absolument indispensables, et je vais prendre un exemple qui peut parler à tout le monde, qui est, je cherche des chauffeurs-livreurs, j'ai forcément besoin que la personne dispose d'un permis B ou d'un permis PL ou SPL. Voilà, la simple réponse à cette question me permet ensuite de rencontrer un recruteur ou une recruteuse sans avoir eu besoin de déposer mon CV, de justifier de mon expérience, etc., etc. Donc, on voit on voit émerger ces nouvelles méthodes. Et très clairement, chez Indeed, on voit aussi beaucoup plus de clients qui sont friands de tester ces nouvelles approches pour pouvoir s'ouvrir. Encore une fois, c'est forcé par les pénuries de talents et surtout les pénuries de compétences disponibles. Je propose d'avancer, Thibaut, sur la présentation des slides avec la partie les solutions envisagées. Là, donc, du coup, effectivement, quelles seraient les bonnes pratiques à mettre en place pour sortir de cet étau des freins, des barrières au recrutement? Alors, on a commencé à l'esquisser en parlant de ci, de là, de différentes choses qu'on pouvait faire. Lorsqu'on demande maintenant aux recruteurs ce qu'ils pensent être les solutions adéquates, d'abord, il y a la formation et la formation internalisée, c'est-à-dire finalement de mettre à jour les compétences de ses collaborateurs et collaboratrices actuels ou d'aller chercher des candidats et des candidates qui ne disposent pas de peut-être une ou des 2 compétences qui, normalement, sont indispensables ou sont extrêmement souhaitables pour un poste, et donc de développer des formations pour acquérir ces talents. Au passage, on pourra aussi dire que c'est une très bonne façon de fidéliser ses collaborateurs et ses collaboratrices. Les former, en général, ça favorise aussi l'engagement des collaborateurs et des collaboratrices. L'autre solution, mais qui est quand même assez proche de la première, c'est d'aller recruter extrêmement tôt, et donc de se dire, je vais aller recruter des gens qui sont déjà dans la voie professionnelle, qui
devrait les amener naturellement au poste que je propose. Donc, c'est d'aller recruter des étudiants en apprentissage. On a bien vu le développement, l'essor assez incroyable de l'apprentissage. Et nous, on l'observe très, très bien chez Indeed depuis 2020. La saison de recrutement de l'apprentissage commence de plus en plus tôt. C'est-à-dire qu'avant, ça commençait en avril. Aujourd'hui, on a voire en mai. Aujourd'hui, on a des campagnes de recrutement d'alternants qui commencent dès le mois de février. Et on commence déjà à voir dans le moteur de recherche Indeed des candidats et des candidates, des futurs alternants ou apprentis qui vont chercher dès le mois de février avec les mots-clés autour de l'apprentissage. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Et je ne vais pas dire des bêtises, mais je crois que l'année dernière, il y a eu quelques 800 000, c'est ça, contrats d'apprentissage et d'alternance qui ont été signés en France. Et cette année, on va de nouveau très probablement battre un record, malgré la baisse des aides d'État qui sont proposées. Donc, ce qui veut dire que c'est clairement une solution qui est favorisée. Le troisième point, c'est corollaire aux deux premiers, mais c'est d'inciter aussi les collaborateurs à faire des formations en externe. Donc, ça peut être soit en mettant à disposition des plateformes de e-learning ou en leur proposant d'utiliser aussi leur CPF pour aller, et on pense notamment, vous avez vu, les compétences linguistiques, mais pour aller se former à ces différentes choses. Donc voilà, d'inciter les collaborateurs à rester à la page et à les aiguiller finalement, parce que bon, c'est très facile, vous l'avez peut-être vécu, vous arrivez sur une plateforme de e-learning, c'est un peu comme Netflix. Vous passez parfois plus de temps à déterminer quelle formation je vais choisir plutôt qu'à se former soi-même. Donc là, l'idée d'inciter les collaborateurs et les collaboratrices à le faire, c'est aussi de les aiguiller dans leur décision vers quelle formation se diriger. Via les entretiens annuels, on détecte les compétences qui manquent et on incite le collaborateur à le faire. C'est aussi de faire appel à des prestataires externes, donc faire venir des gens de l'extérieur pour mettre à la page les collaborateurs et les collaboratrices. Et en tout dernier lieu, tout simplement d'utiliser la technologie, donc d'automatiser certaines tâches. Si on prend chez Indeed, dans les tâches de processus de recrutement, de la médiatisation de l'offre d'emploi jusqu'à la sélection d'une date et d'une heure pour un entretien d'embauche, ce sont des choses qu'on peut automatiser, mais on peut imaginer plein de métiers. Et il ne nous a pas échappé que depuis novembre 2022 et l'apparition dans nos vies de ChatGPT et des autres IA génératives, on a à peine gratté la surface de tout ce qu'on pouvait potentiellement automatiser. Mais ce qui est intéressant de voir, et cette étude datant du début de l'année, c'est qu'on reste quand même sur de l'humain. Ce qui est la priorité est quand même donnée à former des humains, recruter des humains et les former sur place, plutôt que la compétence n'est plus disponible, je vais automatiser tout. D'abord parce que c'est probablement impossible pour une immense partie des métiers que vos organisations proposent. Ouais, c'est vrai que ce slide est vraiment très intéressant parce qu'on voit quand même le panel des problématiques en entreprise, problème de formation des collaborateurs ou des nouveaux collaborateurs dans un sens de montée en compétences, voire de reconversion. On voit aussi des problématiques d'externalisation. On se dit, si on n'a pas les compétences en interne, il faut qu'on trouve quelqu'un à l'extérieur qui nous accompagne. Et effectivement, Thibaut, comme tu le signalais aussi, cette dimension d'automatisation de certaines tâches à 17%. Alors moi qui sors de Vivatech, d'une journée de Vivatech, c'est un sujet très, très chaud en l'état actuel. Comment est-ce qu'on peut développer la dimension d'automatisation de certaines tâches par l'intelligence artificielle? C'est un sujet majeur au sein de chaque structure, de chaque organisation, avec une prise de conscience au plus haut sommet de l'État. Donc, c'est vraiment quand même un point non négligeable qui va faire bouger les lignes les prochaines années. Et reparlons-nous dans un an pour voir si ce point est remonté. Je vais peut-être revenir sur le point 4. Tu as raison de le souligner, Philippe. C'était très normal dans certains secteurs et pour certaines compétences. On pense évidemment aux compétences de l'IT. C'est pour ça qu'on a des très belles ESN en France qui proposent leurs prestations. Mais on commence à le voir pour d'autres. Il existe aujourd'hui des RH volants, des DAF volants, donc des responsables financiers, etc., qui sont volants, qui vont d'une entreprise à une autre, plutôt pour des structures plus petites. Et puis, on pense évidemment à toutes
toutes les autres entreprises du conseil qui peuvent aiguiller vos organisations. Mais c'est plus simplement réservé au métier de l'IT. On retrouve ça maintenant pour d'autres métiers. Je vois quelques questions de fond intéressantes dans l'espace chat. Je propose de les garder pour la fin de la session. On va en voir une dizaine de minutes pour en discuter. Donc, ça sera intéressant d'y revenir. Thibaut, je propose de boucler la présentation de l'étude. On est presque à la fin. Et donc, après, on pourra passer à la phase interactive avec les participants pour répondre aux questions qui ont été déposées. Je pense qu'on aura même la prochaine slide. On aura même, je pense, une quinzaine de minutes. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des recruteurs sont positifs par rapport aux concessions qu'ils vont devoir faire. C'est-à-dire que la plupart considèrent que ça va apporter un nouveau regard. Peut-être on pourrait parler de 109 dans les entreprises, c'est-à-dire se détacher du diplôme, se détacher de certaines expériences professionnelles. Ça va peut-être permettre d'amener des nouveaux points de vue dans l'entreprise et donc de le dynamiser. On a encore malgré tout 4 sur 10 qui voient aussi la partie négative de ce phénomène, c'est-à-dire que faire des concessions, ça veut dire former. Et ça c'est du temps supplémentaire. On peut imaginer aussi que derrière ce facteur temps, le coût se cache également, ce qui est une problématique supplémentaire. Il faut faire comprendre aux organisations. Et oui, le besoin d'immédiateté des ressources est important, parce que le temps de formation, ça veut dire une ressource qui n'est pas forcément en 100% disponible, 100% opérationnelle. Et c'est là que ça peut provoquer quelques soucis d'adéquation sur le marché. Absolument. Donc, on peut tout à fait comprendre que le temps de formation soit un frein, en tout cas une difficulté pour convaincre ces recruteurs. Pour boucler la boucle, pour revenir à ce qu'on disait en introduction, que 65% des recruteurs s'attendent à des difficultés de recrutement dans les 5 prochaines années sur des compétences spécifiques. On voit que là encore, quasiment 60% des recruteurs pensent que cette situation est amenée à se pérenniser. C'est-à-dire cette situation étant celle de devoir faire des concessions dans les processus de recrutement. En revanche, on a là encore 40% qui nous dit que ça va être compliqué de tenir ça sur la durée, probablement parce que la formation, que les compétences disparaissant un peu des effectifs parfois, ça n'est pas viable à la fois pour le métier de recruteur, mais aussi même peut-être pour l'entreprise, l'organisation, pour le compte duquel on recrute. Voilà, en tout cas, c'est plutôt bon signe que les recruteurs soient prêts à faire ces concessions et donc à se détacher de la culture du profil idéal et qu'ils y voient du positif. Je pense que c'est ça qu'il faut regarder aujourd'hui. Et puis, le constat étant fait que ça va durer. On ne va pas pouvoir s'arrêter. On va devoir continuer à faire évoluer les choses. Nous, on a l'habitude de dire chez Indeed, en regardant ce chiffre de plus 60% d'offres d'emploi par rapport à la période de pré-Covid, on a souvent l'habitude de dire aux entreprises et aux preneurs de décision RH de recrutement, de leur dire si ce n'est pas aujourd'hui que vous changez les choses et vos pratiques de recrutement, soit en les accélérant, soit en vous reposant sur des technologies innovantes, probablement que vous ne le ferez jamais. La situation est tellement critique et tellement tendue aujourd'hui. C'est ça qui a fait réaliser à tout le monde la nécessité de changer son fusil d'épaule, de mettre de l'eau dans son vin et peut-être d'élargir ses horizons de recrutement. Si ce n'est pas maintenant qu'on le fait, on le fera très probablement jamais. Ouais, cette problématique de pénurie pour le recrutement va s'aggraver à moyen terme. Les études le montrent. Donc, il faut s'accrocher. Il faut s'attendre à une situation toujours aussi complexe dans les prochaines années pour les recruteurs. Donc, il faut s'armer maintenant et réfléchir à changer de logiciel sur les processus de recrutement. Absolument. Thibaut, merci pour cette présentation. On va laisser à nos participants le lien de l'étude complète Indeed qu'on vient de vous présenter. Vous l'avez sur le slide. On va également vous laisser le lien direct sur l'espace chat pour que vous puissiez accéder au lien directement ou le copier pour le consulter à la fin de ce webinaire. Mais en tout cas, vous retrouverez les principaux points qui ont été abordés à l'occasion de ce webinaire
de manière synthétique avec cette étude fournie par Indeed. Thibaut, merci pour cette présentation complète. Je propose qu'on ait un petit temps de questions-réponses avec les participants. Et notamment, on va revenir sur cette dimension de profil idéal qui reste très ancrée dans la culture française. Il y a deux questions qui se rapprochent. En fait, comment on explique cette tendance finalement à s'accrocher à cette dimension de profil idéal en France? Est-ce que éventuellement c'est la peur de se tromper, on reste dans le cadre, une vision nette et déterminée du profil de poste, et surtout on ne s'en détache pas. Et finalement, est-ce qu'on va réussir en France à s'en sortir de cette culture du profil idéal? Alors sur la première question, je pense qu'elle s'explique finalement assez simplement. C'est qu'on sort d'une très très longue période de chômage de masse. D'accord ? On était jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait 10% de chômage en France, ce qui permettait finalement aux entreprises, pouvaient se permettre d'avoir cette culture du profil idéal. Vu le nombre de travailleurs et de travailleuses disponibles, entre guillemets, j'avais la possibilité en tant qu'entreprise, en tant que recruteur, de m'attacher exclusivement au profil idéal. En tout cas, à ce que moi, je percevais comme étant le profil idéal. Et ce que ça a provoqué, malheureusement, c'est que c'est devenu l'alpha et l'oméga. On se disait, pour tel type de poste dans mon entreprise, j'ai besoin d'une personne qui ressemble à ça, très précisément. C'est-à-dire qui possède telle compétence, qui sort de telle école, avec une shortlist de 5 ou 10 écoles parfois, voire beaucoup moins pour certaines entreprises. Donc, je pense que c'est ça la source du problème, entre guillemets, c'est qu'avant, il n'y avait pas de problème de pénurie de talents. Et on le voit, les secteurs d'activité qui ont le plus rapidement évolué sont ceux qui ont vu les pénuries de recrutement apparaître plus tôt. Sur la deuxième question, peut-être, sur la peur de se tromper, j'avoue que je ne suis pas sûr de pouvoir prendre position, très probable. Ce qu'on observe beaucoup aujourd'hui d'ailleurs, c'est des entreprises qui autrefois avaient la possibilité de rencontrer 4 ou 5 candidats, qui aujourd'hui ne peuvent en voir que 1 ou 2. Et du coup, en ne voyant que 1 ou 2, à chaque fois, ils demandent à leurs équipes de recrutement, il va falloir que, si possible, m'en envoyer 2 ou 3 de plus pour que j'arrive à faire mon choix. Et effectivement, parce qu'il y a une peur de se tromper. La peur de se tromper peut être due aux rigueurs du marché du travail en France. Et c'est pour ça que je reviendrai quand même peut-être à ce qui a été dit tout à l'heure. C'est aussi à ça, les périodes d'essai, même si on n'a pas envie de se tromper, même si ça coûte cher. Le temps qu'on aura perdu à sélectionner que CV coûte cher. Je pense qu'il faut aussi se dire que, notamment si on ouvre ces horizons, qu'on fait tomber la nécessité de tel ou tel diplôme ou de telle ou telle compétence, peut-être se dire, voilà, dans ce nouveau contexte, peut-être que je fais plus, il faut que je me retire cette peur de me tromper, et donc que la carte de la période d'essai peut être utilisée plus facilement. Sur comment on peut sortir de la culture du profil idéal, j'ai un peu envie de faire l'effet miroir de ce que je viens de dire, c'est-à-dire un peu contraint et forcé finalement. C'est-à-dire que maintenant que les pénuries sont là, je pense qu'on n'a pas tellement le choix. Et je trouve que ce que nous ont donné comme point de vue les recruteurs dans cette étude est très encourageant. C'est-à-dire que ça va permettre aux entreprises d'évoluer et de bien comprendre à côté de quel talent elles passent finalement en étant aussi précises dans leur demande avec cette notion de profil idéal. Comment en sortir ? Je pense qu'il y a effectivement un vrai rôle des recruteurs et des recruteuses de pédagogie auprès de leurs organisations, de transmettre ce type d'informations, de faire comprendre les tensions qui peuvent exister sur le marché, c'est-à-dire tout simplement les ratios candidats offre d'emploi, la diminution du nombre de CV disponibles pour tel ou tel poste. Je pense que c'est vraiment face à la réalité et aux pénuries que les organisations arriveront à sortir de la culture du profil idéal. Et puis je pense que c'est par l'exemple aussi, c'est-à-dire que il faut aller chercher des exemples dans des organisations annexes ou peut-être même concurrentes qui auraient peut-être déjà, elles, franchi le pas pour convaincre d'autres organisations de le faire. Voilà. Mais je pense que contraint et forcé, une bonne partie des entreprises sera obligée de se détacher de cette culture du profil idéal. Mais ça nécessite de la pédagogie et de la pédagogie qui est basée sur de la donnée, des choses extrêmement concrètes qu'on essaye de vous apporter chez Indeed.
Ouais, c'est vrai que tu mettais bien en avant aussi tout à l'heure, Thibaut, cette fusée à plusieurs étages entre le recruteur et puis finalement, lorsqu'on passe en interne au sein des organisations, la vision du recrutement est peut-être pas forcément la même. Les recruteurs sont peut-être tentés de passer à des choses un peu innovantes pour sortir de l'ornière finalement et tenter d'autres approches, mais c'est pas toujours si évident de faire passer ces nouvelles approches au sein des organisations. Exactement. Et d'ailleurs, on parlait de ça, mais c'est évidemment vrai aussi pour les acteurs du recrutement, dont leurs clients sont externes, qui doivent aussi faire preuve de beaucoup de pédagogie auprès de leurs clients pour leur expliquer pourquoi ils ont moins de CV à fournir, pourquoi ils ont moins de profils qui correspondent exactement à fournir et qui, en général, sont les premiers à devoir faire œuvre de pédagogie auprès de leurs clients, tous secteurs d'activité confondus. Il y avait une question assez intéressante sur la problématique de l'âge. Là aussi, on parle beaucoup ces temps-ci de recrutement de seniors au sein des entreprises en lien avec le débat sur la réforme de la retraite. Là aussi, est-ce qu'il faut que les entreprises changent de logiciel pour intégrer davantage de seniors dans les entreprises et leur laisser davantage de chance? Alors, c'est, je pense, assez évident finalement qu'avec les pénuries de personnel et de compétences, on va devoir aller chercher la compétence là où elle se trouve, c'est-à-dire peut-être sur des seniors. Et effectivement, dans votre question, Agnès, il y a cette notion de finalement que on est senior sur le marché du travail, je crois, à partir de 45 ans, c'est ça quand on demande aux gens. Donc, c'est ce qui est quand même finalement assez tôt. Il reste quand même 20 ans à travailler quasiment à cet âge-là. Donc, les entreprises doivent nécessairement se pencher là-dessus. Et ça revient aussi aux solutions qui ont été proposées par les recruteurs, c'est-à-dire la formation. Donc, oui, certainement qu'on va aller chercher des candidats seniors, j'entends seniors sur le marché du travail, à qui il manque peut-être certaines compétences. Et on peut tout à fait imaginer certaines compétences du digital, par exemple, mais il va falloir les mettre à niveau et donc les recruter. En gros, les savoir-être sont très probablement là. Des gens méthodiques, organisés, avec plusieurs dizaines d'années de carrière derrière eux, on doit pouvoir en trouver, mais il manque peut-être la compétence brute qui est nécessaire au poste. À ce moment-là, effectivement, il va devoir se former. Mais ce que je trouve intéressant dans la question, c'est qu'il faut segmenter finalement son approche. Et il faut se dire que même si c'est compliqué de segmenter les générations, il faut avoir des approches qui sont quasiment dédiées pour chacune de ces générations et de proposer, pourquoi pas, des parcours de recrutement qui sont légèrement différents et s'ouvrir là encore à des horizons nouveaux. Je manque de personnel, je regarde le nombre de candidats entrants sur le marché du travail, je vois bien qu'il y a un delta entre ce dont j'ai besoin, ce dont mon secteur d'activité a besoin et ce qui arrive sur le marché. Je suis obligé d'aller peut-être chercher dans d'autres secteurs d'activité. Et on peut tout à fait d'ailleurs imaginer, on en parlait avec l'apparition des IA génératives, que peut-être certaines personnes vont voir leur emploi détruit tout ou en partie, qu'il va falloir les former sur de nouvelles compétences. Voilà. Donc, il y a une problématique aussi de ces candidats-là, de ne pas postuler lorsqu'ils n'ont pas les compétences, et notamment les compétences digitales. Donc, la nécessité d'avoir un discours, une approche et peut-être des dispositifs qui sont propres pour former, pour maintenir la formation des effectifs. Et on peut aussi imaginer que ça veut dire commencer à s'intéresser à ses collaborateurs et à ses collaboratrices qui sont en milieu de carrière et dont les compétences sont en train de vieillir un petit peu en même temps qu'elles, et c'est tout à fait normal, et qu'il va falloir mettre à niveau. Donc, la nécessité, bien sûr, d'avoir des formations à disposition le plus fréquemment possible, parce que sinon, on va se retrouver de nouveau à devoir aller chercher des gens à l'extérieur, et il faut les former aussi. C'est quand même une révolution culturelle, quand même aussi, cette dimension de recrutement des seniors. On avait plus tendance, on a encore un peu plus tendance en France, finalement, d'évacuer les seniors assez rapidement, finalement, des organisations. Là aussi, il faut qu'on change le logiciel en France sur ce volet-là. Oui, absolument. C'est vrai que et clairement basculer, voilà, les changements législatifs passés vont devoir, enfin, des changements de mentalité très importants
pour accepter la seniorité dans les organisations. Sur le site qui est affiché devant vous, on a fait une étude justement sur la cohabitation senior-junior dans les entreprises. Quelles sont les attentes des seniors? Et on voit bien qu'il y a des besoins de transmission, mais aussi encore la soif d'apprendre. Et puis, au passage, recruter une personne en deuxième ou en troisième partie de carrière, en général, c'est une personne qui cherche sa dernière expérience professionnelle. C'est quelqu'un qu'on peut fidéliser sur assez longtemps. Parce que si on recrute quelqu'un à 50 ou à 55 ans, on a encore entre 5 et 15 ans finalement, enfin plus même 10 à 15 ans de collaboration. Donc, c'est aussi une vraie opportunité de recrutement. Ouais, c'est un sujet assez intéressant, notamment dans le secteur du numérique que je suis pas mal. Je vois pas mal de startups devenues licornes maintenant qui s'intéressent au recrutement de seniors, de managers seniors, après avoir s'être concentrés sur le recrutement de jeunes talents. Là, on arrive à un degré de maturité d'entreprise qui est assez intéressant à suivre aussi. Exactement, absolument. Une dernière question, Thibaut, il nous reste 5 minutes. Alors, je sais que vous n'abordez pas vraiment ce sujet au sein de l'étude d'Indeed, mais je trouvais ça intéressant, ce pas de côté sur la question des salaires. Est-ce que les recruteurs sont prêts à faire des concessions sur la question des salaires finalement, est-ce que ça ne fait pas partie de la démarche un peu naturelle des entreprises à se dire faut qu'on soit plus flexible sur cette question-là, si tant est qu'on communique d'ailleurs sur les fourchettes de salaire d'emblée. Je pense qu'il faut commencer par là, effectivement. Alors, chez Indeed, on a un point de vue assez tranché sur la question, qui est basé sur de la donnée, et qui est que l'information de la rémunération doit être disponible très rapidement pour le candidat, c'est-à-dire dès l'offre d'emploi. Les législations européennes nous forceront de toute façon à le faire dans les années à venir. On observe effectivement dans certains secteurs d'activité que les employeurs ont dû faire de gros efforts, et c'est d'ailleurs pas dans les métiers les plus qualifiés, c'est plutôt dans les métiers à premier ou deuxième niveau de qualification que les entreprises ont été amenées à faire de vrais efforts. En revanche, on peut aussi voir un petit peu un paradoxe, c'est-à-dire pourquoi les entreprises devraient faire un effort au niveau salarial si d'un côté je fais aussi des concessions sur les compétences que je vais chercher chez les candidats et chez les candidates. Donc, je pense que là se tient une partie de l'équation où on peut maintenir des niveaux de salaire actuels en démontrant, et là encore, il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie, en démontrant au candidat et ou à la candidate qu'elle a la possibilité d'être formée et donc de monter en compétences dans l'organisation. Donc ça, je pense que c'est la clé. Et bien entendu, il faut faire sûrement des concessions. Plus les pénuries vont arriver, plus il y aura une demande forte, une pression forte qui s'exercera sur le prix, c'est-à-dire le salaire. Et c'est d'autant plus vrai que l'inflation est revenue dans nos économies occidentales après 25 ou 30 ans d'absence. Donc forcément, ça joue aussi beaucoup sur cette demande. Mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga. C'est ça qu'il faut se dire. C'est un levier comme un autre. Et c'est vrai que dans la dimension conjoncturelle, l'inflation, avec l'inflation, cette question du niveau de salaire doit apparaître quand même assez rapidement au niveau du processus de recrutement. Et d'ailleurs, ça doit être assez intéressant de voir la manière d'aborder ce sujet si le recruteur affiche d'emblée le niveau de salaire par rapport à ceux qui n'indiquent rien du tout. Ce que nous, on voit très clairement, c'est que les gens ne postulent beaucoup moins sur les offres d'emploi qui n'ont pas le salaire. Voilà, pour faire très simple, on voit qu'il y a des secteurs d'activité qui sont meilleurs que d'autres dans ce que nous, on appelle la transparence salariale. Et là aussi, vous pouvez consulter ça sur le site d'Indeed. Mais on voit bien qu'il y a des secteurs qui sont… Voilà, et qui, du coup, en bénéficient parce que les candidats, naturellement, se rapprochent, en toute connaissance de cause, se rapprochent des entreprises. Mais c'est vrai aussi que l'augmentation des salaires favorise finalement la culture du profil idéal. En disant je paye plus cher, donc je veux tout de suite le profil idéal. Et c'est pour ça qu'il faut très certainement trouver un entre-deux. C'est un vrai jeu d'équilibriste, pas forcément facile, de pédagogie auprès des candidats, notamment des candidats les plus jeunes, à qui il manquerait peut-être une ou deux des compétences requises précédemment pour ce type de poste. Ça marche. Thibaut, merci beaucoup pour l'ensemble de ces éléments, de cette discussion très dense d'une heure sur… cette thématique des compétences, hard skills, soft skills, profil idéal
Il y a beaucoup de matières que l'on peut analyser à travers l'étude que vous présentez sur Indeed. On vient de vous diffuser sur l'espace de chat les principaux liens pour récupérer les études à la fois sur le site internet d'Indeed et prochainement du côté de RH Matin. Je voulais remercier l'ensemble des participants qui ont pris le soin de rester toute l'heure avec nous sur ce sujet passionnant. Thibaut, merci beaucoup pour tes interventions pertinentes. L'heure vient de passer. Merci Thibaut pour tout. Rendez-vous au prochain webinaire et bonne journée à tous. Merci beaucoup, à très bientôt.